capable de prendre quelques questions, hein, je pense bien. On va y aller assez avec un peu d'ordre. Monsieur Mascot, oui. La première question, c'est que, dans le fond, si on résume tout ça, là, on se fait planter un peu par la Charte des droits et libertés. C'est elle qui fait qu'on est bien attaché avec la Charte qui nous dit d'être bien accueillant envers nos immigrants et de donner tous les droits ici au Canada. Vous avez raison. Un chapitre qui parle de ça, c'est que la Charte des droits et libertés, qui est censée être pour des droits individuels, finit par créer des droits collectifs. En d'autres mots, si par exemple un citoyen dit « moi, dans telle circonstance, j'ai le droit de porter le voile », ou j'ai le droit de parler ma langue dans telle circonstance parce que ça fait partie de ma tradition, de ma coutume, ça devient un droit collectif pour tous les autres. C'est dans ce sens-là que la Charte a des effets pervers. OK, numéro 2, monsieur. Si vous voulez bien, on va se lever quand on parle, puis on va bien parler. Puis on va dire notre nom, OK, s'il vous plaît. Monsieur Bacard, merci d'être venu. Et j'aurais une question et deux sous-questions. Vous avez été à l'avant-garde de tous les combats pour le fait français au Québec. Et comme beaucoup de gens ici, je suis un peu perplexe. Vous avez fait une brève allusion à votre changement de parcours, ne serait-ce que pour une année ou deux. Vous avez passé à Tout le monde en parle. Je vous considère comme un homme très intelligent et probablement aussi fier, très fier. Peut-être un tantinet orgueilleux aussi, comme beaucoup de gens, grands orateurs. J'ai jamais compris le déclic, le cheminement intellectuel que vous avez subi ou que vous avez fait pour vous trouver dans un camp où vous avez côtoyé des gens comme Tyler, Diane Francis du Fanatical Post. Vous avez mentionné à un moment donné, voilà, tout le monde en parle, une mésentente que vous auriez eue avec M. Parizeau. Mais au-devant de quand même le travail sacré, la noblesse de la tâche que vous avez effectuée pour de nombreuses années auparavant, soit de promouvoir, protéger la langue française. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans un camp tout à fait opposé, par exemple, d'un gars qui s'appelle M. Tyler, né à Drummondville. Un avocat, lui aussi, probablement très brillant, qui pourrait se faire une belle carrière et probablement une fortune. Je vais rester dans votre question, si vous plaît, juste pour... alors, je sais que... C'est votre question. Premièrement, j'aimerais encore que vous m'expliquiez un peu ce qui est arrivé. Deuxièmement, pourriez-vous me parler de Tyler? Qu'est-ce qui motive ce gars-là? Il pourrait probablement faire une belle carrière ailleurs. Quelle est votre question, monsieur, s'il vous plaît? Deux choses. Question, la motivation de son cheminement ou sa pensée dans ce cas-ci. Deuxièmement, de me parler de Tyler un peu, puis de Diane Francis. Vous les avez avez une question, ce qu'il y a à ce point-là des francophones. Une question. Je veux savoir deux questions. Deux questions. C'est les deux. OK. Je ne parlerai pas des autres, mais je vais répondre à votre première question. Je m'attendais que quelqu'un me la pose, cette question-là. Je remercie les jeunes patriotes de m'avoir invité ce soir. Moi, je suis mal dans ma peau depuis que j'ai donné l'impression d'avoir trahi mon pays. Je dis bien l'impression parce que je ne peux pas blâmer les gens qui ont pensé que j'avais agi comme un traître. Puis je remercie Raymond Villeneuve de m'avoir fait prendre conscience. Je sais que ça a été... il n'y a pas une journée depuis que je suis jeune que je n'ai pas pensé à l'indépendance du Québec. Pas une. Et quand j'ai... je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails, mais quand j'ai perdu le contrôle de la situation, à un certain moment donné, j'étais tellement malheureux que je ne savais même plus comment revenir dans mon pays. C'est lors du tournage de Riel, à Toronto, où mon avocat était Maître Greenspan, celui qui défend Conrad Black, qui me demandait, qui m'a dit très sincèrement, M. Bertrand, je viens de comprendre que c'est qu'une nation, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi que les Métis se décrivaient comme une nation, qui n'était pas nombreux pour eux, pour être une nation. Alors je lui ai dit qu'on peut être tout petit. Et là, c'était pour moi une occasion, puis
M. Landry m'a téléphoné pour inviter ses compatriotes là, au ministère à écouter le. Puis il m'a dit, garde, moi je ne te jugerai pas, chacun son cheminement. Le principal, c'est que tu nous reviennes. J'ai fait du mal à ma famille, à mes enfants, à mes parents, surtout à mes enfants. J'ai fait du mal à mes amis qui avaient cru en moi dans la course au leadership. J'ai perdu à peu près tout ce que j'avais d'amis à travers le Québec. J'ai perdu le respect, la crédibilité. Pourquoi je suis heureux ce soir? Parce que ça fait plaisir de voir malgré tout qu'il y a des gens qui comprennent, dans le fond, qu'on peut tous se tromper. Je suis allé trop loin parce que je suis un homme passionné. Puis quand j'ai voulu connaître qu'est-ce que c'était que le fédéralisme, j'ai été invité partout au pays. Puis j'étais considéré comme un héros canadien. Puis là, je me suis mis à défendre, comme un avocat le fait, leur position. Un avocat en cours qui défend un accusé de meurtre, et pas pour le meurtre, mais il parle avec force pour démontrer qu'il y a des arguments, puis il ne devrait pas être condamné pour un meurtre. On finit par croire que l'avocat est quasiment en faveur des meurtres. C'est une déformation grave de notre métier, de toujours donner l'impression qu'on est d'accord avec les arguments quand on défend les autres. Alors moi, j'ai expliqué, à un moment donné, par exemple, la question de la partition. Parce que ça, la partition, c'est quelque chose qui est cru au Canada anglais. On croit que si le Québec se sépare unilatéralement, que Montréal va devenir une province du Canada, puis ils vont demander au Canada de rester une province, puis qu'est-ce qu'on va faire pour les empêcher? On ne peut pas partir en guerre. Donc j'ai expliqué ça. Et là, les gens ont dit Bertrand pour la partition. Deuxièmement, le deuxième argument, je vais en parler dans mon livre de ça, il y a des obstacles majeurs à l'indépendance. Majeurs. À l'indépendance unilatérale, trompons-nous pas. L'indépendance unilatérale, je suis allé jusqu'en Cour suprême pour faire reconnaître que c'était illégal, illégitime et antidémocratique, ce que René Lévesque m'avait dit. Quand je suis allé en Cour suprême, j'ai passé pour un... Je ne faisais, moi, que répéter ce que M. Lévesque m'a dit en commission parlementaire lors du rapatriement de la Constitution, où j'ai demandé publiquement avec un professeur d'université, au rapatriement unilatéral, il faut répondre par une indépendance unilatérale, parce que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, s'oppose au rapatriement. Puis Lévesque m'a crucifié, M. Lévesque, M. Bertrand, M. Bertrand, ce que vous proposez est illégal, illégitime et antidémocratique. On ne fera jamais ça. Alors, 15 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, quand arrive le référendum, et que je vois qu'on prépare une indépendance unilatérale, qu'on se querelle entre indépendantistes, oui, c'est possible, non, c'est possible. Alors, moi, comme constitutionnaliste, je vais faire trancher la question dans les tribunaux. J'ai initié la procédure en disant qu'une indépendance qui n'est pas unilatérale, c'est une option aussi légitime que le fédéralisme, mais si elle est unilatérale, elle est source de dommages terribles à la société québécoise et aux Acadiens, puis bref. Et la Cour m'a donné raison, et là, c'est allé jusqu'en Cour suprême. J'ai gagné 3 fois en Cour supérieure, puis là, Chrétien a pris ça, va amener ça devant la Cour suprême avec les 3 questions que j'avais proposées au juge Pidgeon de la Cour supérieure, à savoir si sur le plan international on peut faire l'indépendance unilatérale, si sur le plan interne c'est possible, puis dans le cas de doute, laquelle des deux l'emporte, d'examiner les 3 questions. Puis devant la Cour suprême, j'ai plaidé, toutes mes réponses ont retenu, toutes mes questions ont été retenues, quand on en parlait dans mon deuxième tome, que la souveraineté du Québec est une option aussi légitime que le fédéralisme. Deuxièmement, que s'il y a une réponse claire qu'on veut se divorcer, qui sont obligés de négocier des biens de partage, c'est fini l'époque où Trudeau disait, c'est comme ça que je plaidais, que si vous vous séparez, on ne négociera pas. Mais autrefois, les divorces, l'homme partait avec tous les biens, puis laissait la femme dans la misère. Aujourd'hui, c'est fini, c'est le partage du patrimoine. Donc, la Cour suprême a utilisé l'argument du divorce. Premièrement, voulez-vous vous divorcer? Peut-être, non. Oui. Une fois que vous divorcez, vous, fédéral, c'est fini, vous ne pourrez pas dire qu'on ne peut pas négocier. C'est une obligation constitutionnelle de négocier le partage de la dette des biens, etc. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'aurais dû arrêter. Parce que, vis-à-vis de mes amis indépendantistes, j'avais ma réponse, mais j'ai continué. Mon erreur, c'était de continuer. Je vais vous dire une chose. Jamais dans ma vie, je pensais qu'on pouvait souffrir autant que de passer pour un traître. Il n'y a pas une blessure physique, et j'en ai eu, qui est comparable à celle-là. Parce que tous les jours, vous vous couchez, que vous dites, quand je m'en vais sur la rue, je suis un traître. Puis moi, là, je ne peux pas blâmer les gens qui pensaient que j'étais un traître, parce qu'on vit dans un monde de perception
Puis moi-même, j'arrive à le percevoir comme quelqu'un qui a trahi les gens qui ont eu confiance. Puis aujourd'hui, j'essaie du mieux que je peux. Puis je sais que j'ai perdu beaucoup de crédibilité. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'achète pas mon livre parce que de toute façon, Bertrand, c'est une girouette. Mais c'est faux. J'ai changé une fois d'idée dans ma vie. Une fois. Puis je suis revenu au point de départ. Une fois. Je ne suis pas le gars qui part, qui revient. Au contraire. J'ai toujours passé pour quelqu'un qui est entêté. Mais, je me suis dit, dans la vie, il y a trois possibilités. Soit qu'on reste toujours chez soi, on ne va jamais voir ailleurs. Soit qu'on va voir ailleurs, qu'on revient. Ou soit qu'on va voir ailleurs, qu'on reste, on ne revient plus. Lequel est le plus méritoire? Je ne le sais pas. Puis je ne veux pas le savoir. Moi, je suis de ceux qui sont allés voir ailleurs, puis qui ont dérapé, qui ont commis une infidélité. Mais je suis revenu. Je suis revenu, puis ça m'a même, moi vous dire quelque chose, j'ai appris tellement de choses. Quand je suis allé parler aux Libanais, aux Chinois, aux Grecs, aux Juifs, j'ai parlé à tout le monde. Et j'ai compris pourquoi ils votaient pour l'indépendance. Si vous savez, j'ai déjà dit à Bernard-André, pourquoi vous ne m'invitez pas? Je vais vous dire ce que j'ai appris. Jamais m'inviter, parce que j'étais une personne à ne jamais pouvoir dans le décor. Puis je leur avais dit les petits détails qu'on a perdu au référendum des milliers de fois. Petits détails. Les Libanais, entre autres, qui m'ont dit, M. Bertrand, un drapeau, touche pas à ça. Le jour où Bernard, mon ami, a dit c'est un chiffon rouge, il a perdu des milliers de votes. Des petits détails. Mais il faut savoir. Mais Guy Bertrand était devenu une personne à ne pas inviter. Aujourd'hui, vous m'avez invité, je suis content d'être là. Puis je ne sais pas si je le méritais, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Oui. Je suis de ceux qui ont considéré M. Bertrand comme un traître. J'étais très méchant avec lui. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs à lui-même je lui ai félicité, salué pour son retour dans le camp indépendantiste, aujourd'hui je pense qu'il va aider énormément la cause. D'ailleurs, il vient d'ajouter quelque chose que je n'avais pas vu, c'est que son expérience qu'il a eue à l'étranger, dans le pays de nos ennemis, va permettre au mouvement indépendantiste de progresser. J'avais un commentaire général à faire, parce que je veux parler avec lui après pour différentes choses, mais où on peut communiquer par Internet. Mais j'étais en train de penser tout à l'heure qu'on est en train de renaître à un nouveau mouvement indépendantiste. À la période des années 60, avant les années 60, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'Alliance française en 57, etc., mais on était loin de penser qu'il y aurait un nouveau mouvement indépendantiste. La naissance du mouvement indépendantiste. Là, je suis en train de penser qu'avec un vrai parti indépendantiste qui est en train de se développer, je voulais te dire que c'était un commentaire parce que je ne poserai pas la question est-ce que vous êtes devenu un vrai indépendantiste, je le crois déjà, j'ai déjà la réponse. Je sais qu'il y a des gens, mais je souhaite que vous alliez le plus possible, le plus souvent dans les universités, les cégeps, etc. Je pense que plus les gens vont vous entendre, plus ils vont croire. Parce que moi-même, c'est pas votre première apparition, tout le monde en parle, ou bon, ça me prend deux, je ne crois pas à un seul sondage, ça prend plusieurs sondages, donc une personne intervient à plusieurs reprises, puis là, il me convainc. Alors je pense que c'est ça, et qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'indépendantistes qui vont croire que vous avez peut-être fait une erreur, mais vous êtes revenu dans le camp, et vous allez aider beaucoup plus que d'autres. Merci. Monsieur Lucien Nadeau, militant depuis 70. Pour le dernier référendum, il y a eu un vote serré, à savoir 49,6% vis-à-vis 50,4%. Est-ce que vous pensez que si l'inverse arrivait, que le camp adversaire serait aussi démocrate que nous? Dans mon deuxième livre, j'aborde cette question de la loi sur la clarté. Donc, comme constitutionnaliste, j'arrive à la conclusion que c'est 50 plus 1, même si j'ai déjà prétendu que ça prenait un résultat plus élevé. Il y a des droits acquis. On ne peut plus revenir en arrière et la loi sur la clarté ne pourra jamais empêcher. Pour moi, la loi sur la clarté, c'est... Je ne vois pas pourquoi les gens ont tellement peur de cette loi-là. Ça ne peut jamais empêcher un peuple qui aurait voté à 50 plus 1. Est-ce qu'eux seront démocrates? Écoutez, en tout cas, j'ai une façon de voir ça que j'ai expliqué dans mon deuxième livre. Je
pense que si on procède selon le guide, là, ça ne sera pas 51, ça va être 65-70% de voir. Tout est dans la manière de faire des choses. N'oubliez pas ça, on vit dans un monde de perception. Nous sommes mal perçus et nos dirigeants de partis politiques ne se sont jamais posé la question pourquoi. Il faut se la poser. Je vais avoir un chapitre sur la consommation, sur le marketing. N'oubliez pas que les compagnies, je donne l'exemple des gâteaux vachons. Je suis un mangeur de gâteaux vachons, c'est toujours. Comment se fait-il que du monde qui ne mange pas des Joe si ça pose ces questions-là, tout le temps c'est un bon gâteau. Alors comment se fait-il que 50% des gens qui ne goûtent pas à ça, 50% des gens qui ne veulent pas goûter à l'indépendance, ne veulent pas savoir qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à cause du nom? Est-ce que c'est à cause du chef? Est-ce que c'est à cause de la marque de commerce? Est-ce qu'il faut changer de logo? Il y a toutes sortes de questions que je vais poser dans mon livre pour montrer que si on ne change pas la perception, on n'en sortira pas. Et là, vous allez voir que le sondage dont je vous ai parlé tantôt, c'est pas pour rien que les Québécois ont dit, vous, les fins finaux d'être constitutionnels, d'avocats, trouvez-nous une formule qui va nous garantir qu'on peut être indépendant, c'est-à-dire contrôler nos impôts, faire toutes nos lois, signer nos traités, être présent sur la scène internationale, puis en même temps garder des liens identitaires et symboliques avec le Canada dans un traité d'alliance sur une base renouvelable. Je suis convaincu, c'est ça la formule gagnante, mais évidemment, il faut. Alors, Canada anglais, là, le problème, c'est que c'est nous. Moi, au début du deuxième tome, je dis, dans la mesure où on n'enlève rien au Canada en faisant l'indépendance, de quoi ils vont se plaindre? On va leur enlever rien. On va juste prendre ce qu'on a besoin, nous, pour parfaire le pays québécois, qui, lui, a besoin, pour empêcher l'assimilation éventuelle, a besoin de ce que je viens de vous dire tantôt, de tous ses pouvoirs au niveau de l'immigration, puis empêcher que les tribunaux viennent casser nos lois. Mais on leur enlève rien, de toute façon, ils ne nous défendent pas. Mais c'est pas ça qu'on défend. On se bat sur le déséquilibre fiscal, on va être plus riche. Rappelez-vous les derniers discours là, depuis 15 ans ou 20 ans. Quand est-ce qu'on parle d'indépendance? Pendant 30 jours. Or, dans un référendum qui est censé dénouer une impasse, on crée une impasse. Puis pendant 30 jours, il y a trop d'affaires qui rentrent, on ne peut plus avaler, on ne peut plus réfléchir, ça devient trop émotif. C'est pour ça qu'il faut régulièrement parler, mais toujours le même message. Prenez le Bloc québécois. Quand est-ce qu'il parle de l'indépendance à Ottawa? Le Bloc québécois, saviez-vous que je suis le fondateur en 1972 du Bloc québécois? Les gens ne savent pas ça. C'est avec d'autres, évidemment. On pense que c'était fondé par Lucien Bouchard. Mais le but à l'époque, c'était de semer, de mettre du sable dans l'engrenage, puis ça déraille. On allait à Ottawa pour parler d'indépendance, puis nous trouvait tellement fatigants qu'on aurait dit « Mais là, c'est pas ça, on parle du fédéralisme, de l'Afghanistan, est-ce qu'on envoie plus d'armées, moins d'armées, on met Dion en perte de peu, puis quand Dion sera là, c'est pas ça. Quand est-ce qu'on a un discours sur l'indépendance à Ottawa? Alors on est devenu, on a joué le jeu, de sorte que, dans le monde entier, quand je faisais le tour du Canada, on disait, voilà le signe que le fédéralisme fonctionne bien, c'est qu'on permet même à un parti séparatiste de venir à la Chambre des communes, puis de s'exprimer. Voilà, le fédéralisme. Quelle a déjà été l'opposition officielle? Tu sais, les accommodements, je termine sur ça, puis je donne la parole à un autre. Les gestes de souveraineté, c'est une farce entre nous. C'est pas vrai, c'est des gestes de fédéralisme. Il n'y a pas de geste de souveraineté quand vous faites juste appliquer la Constitution. Quand vous vous donnez une Constitution québécoise, comme le propose le Parti québécois, voyons! La Colombie-Britannique en a une Constitution, les États américains en ont des Constitutions. C'est purement une Constitution qui vient répéter ce que le Code civil dit, puis la Charte de la langue française, puis la Charte. Mais c'est un petit jouet à hachet pour amuser les Québécois pendant qu'on ne parle pas d'autre chose. La même chose pour l'identité québécoise. Voyons donc! Ce qui compte pour les immigrants, c'est l'identité canadienne. Comment qu'on se dirait demain matin? Tous les Québécois nés au Québec depuis X années, bon, etc., sont des citoyens québécois. Puis après, ce qui compte, c'est le passeport canadien, puis c'est la loi pour le multiculturalisme qui va faire ci, puis la Charte canadienne des droits et des libertés. Et pendant ce temps-là, je pense, moi, à mon peuple, où il y a 20% d'analphabètes, des gens qui marchent au son, qui ne peuvent pas lire, puis écrire, puis ne lisent pas de livres, parce qu'il y a 50% des gens qui ne lisent même pas qu'une page par année. Ces gens-là, eux, ne font pas ces distinctions. Quand ils vont voir à la télévision triompher le Parti québécois, nous avons une Constitution québécoise. C'est nom de Dieu. On n'a pas besoin de se séparer, on a notre Constitution.
Essayez donc d'expliquer ça à des gens là, qui c'est pas leur métier. Donc, on va semer l'illusion, comme on se fait croire que la loi 101 va tout régler nos problèmes. Excusez-moi. Alors, je veux des questions courtes, si vous voulez bien, puis peut-être des réponses peut-être un peu plus concises. Monsieur Sauvé. Bon, M. Bertrand, vous êtes un homme excessivement sensible. Et ce que vous appelez des fautes que vous avez commises dans votre vie résulte largement de votre sensibilité. Maintenant, vous, tout ce que vous préconisez se résume dans mon langage à moi. Moi, je ne suis pas un avocat, je suis un géographe, je suis spécialisé en géopolitique, et je suis un homme de guerre. Ça se résume à une chose, revendiquer des droits. Ce n'est pas revendiquer des droits que nous devons faire. La politique est affaire d'intérêt, de rapport de force et d'effectivité. Nous devons exercer des pouvoirs. Et la cible, c'est Ottawa. Il faut faire tomber Ottawa. Et c'est possible maintenant de faire tomber Ottawa. Parce qu'Ottawa n'est plus en position de force. La crédibilité des libéraux est nulle, celle des bloquistes est nulle, les conservateurs sont crédibles seulement à l'Ouest. Alors déjà, des éléments de division qui vont faire tomber tout le système. Mais évidemment, un avocat ne pense pas comme ça. Moi, je pense en termes de guerre. Pas en guerre avec des fusils que j'ai fait, mais en termes d'une manière de gagner une bataille, de gagner une stratégie, sans être obligé de tirer un seul coup de fusil. Et je pense maintenant qu'on peut faire tomber Ottawa. C'est notre but. On a une réaction de M. Bertrand là-dessus? Oui. Je vous répondrai tout simplement ceci. J'ai réfléchi beaucoup à cette question-là. Beaucoup, non seulement pour le premier tome, mais le deuxième tome. Je suis arrivé à la conclusion en comparant les fédéralismes dans le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui sont fédéralisés, qui sont prospères, qui sont riches, etc. Mais que le nôtre est vraiment tordu. Il est tellement puissant que même si vous faites tomber le gouvernement Harper, vous allez avoir un Stéphane Dion qui va aller chercher des Québécois francophones pour représenter. Puis ça fait plaisir au monde de dire on a des Québécois. C'est comme ça que lors de la pendaison de Louis Riel, on a remercié, il y avait 50 000 personnes à Montréal, puis il a dit, nous avons été victimes de trahison. Trahison de 3 des nôtres qui, pour garder leur portefeuille de ministre, ont vendu notre frère Riel. Et il y aura toujours dans le système fédéraliste, quand c'est pas à Québec, c'est à Ottawa, c'est tellement bien. Alors quand vous dites le faire tomber avec respect, par qui vous allez le faire tomber? Il faut que vous preniez le pouvoir ici au Québec. Et quand vous aurez Jean Charest au pouvoir, il ne faut pas tomber. Puis comment vous avez le Parti québécois? Il tombera plus. Ça fait 30 ans qu'il ne tombe pas. Parce que c'est comme ça. Expliquez-moi donc, vous, lors du rapatriement, il y avait 74 députés sur 75 à Ottawa, les francophones qui ont voté pour le rapatriement alors que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, était contre. C'est parce que le système nous avale, nous achète par des pouvoirs de prestige. Puis c'est toujours facile de dire, supposons que c'est vous qu'on nomme ministre. C'est un homme prestigieux. Ah, mes compatriotes, je viens servir le Québec, la patrie québécoise au sein du Parti libéral avec un chef qui s'appelle Stéphane Dion, un homme honnête, une grande intégrité. Quoi ça? Alors, comment vous allez faire tomber? Un instant. On vous donne juste un petit peu la parole. Juste pour spécifier, je n'ai pas dit faire tomber le gouvernement actuel. J'ai dit éliminer complètement le gouvernement central d'Ottawa. C'est possible. Ah ben oui, avec l'indépendance. Parce que oui, mais l'indépendance ne consiste pas à se séparer. L'indépendance consiste à inviter tout ce qui est fédéral à sortir et à inciter les autres provinces à faire la même chose. Ah, ça va prendre J'ai du été temps. prof 18 ans à Toronto. On était d'accord avec ça à Toronto. 2 gouvernements, il y en a un de trop. Ça va prendre trop de temps. On va tous mourir. OK, on réglera ça l'autre jour, par exemple. Monsieur, dites votre nom, s'il vous plaît. Marcel Demel, militant depuis Pierre Bourgeois. Et 5 petites questions. Comment ça se fait que le Canada ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo? Pourquoi le Parti québécois est si dur envers ces vrais indépendantistes? On pense par exemple à Régis Chartrand, je ne sais pas si vous avez connu Régis Chartrand. Ah ouais, je sais. On pense à Pierre Bourgault, on pense à Yves Michaud. Pourquoi les vrais indépendantistes, là, que René Lévesque appelait lui, les appelait des radicaux, c'est eux autres qui leur ont fait l'indépendance. Question 3, pourquoi les Québécois aiment mourir à petit feu? Sont-ils ignorants? Sont-ils innocents? Ils sont quoi? Moi, là, dans les années 45,
La maîtresse d'école me disait que nous sommes 35 de Français au Canada. Maintenant, on est 22 Quand je militais avec Pierre Bourgault, il disait la situation est grave à Montréal. On est rendu à 60 il ne faut pas que ça baisse. Même avec la loi 101, on est rendu à 59,5 On aime ça, mourir là-dessus. C'est quoi l'idée? Moi, là, Première question. Pourquoi maintenant, la dernière question, pourquoi le plus gros cégep du Québec, c'est un cégep anglophone, Dawson, qui est anglophone, puis 80% des étudiants, c'est des francophones qui vont là. Monsieur Insultant. OK. Alors, Kosovo, c'est très difficile pour les conseillers de M. Harper et de Dion, parce que, qu'on le veuille ou non, dans un monde de perception, si on admet Kosovo, c'est une indépendance unilatérale, nonobstant le fait qu'il y a eu de la violence et de l'oppression. Il y aura toujours des arguments qui serviront aux indépendantistes. Donc, on est en train de travailler une réponse qui va vouloir dire que c'est un cas exceptionnel. Retenez bien, ça doit être un cas là, jamais vu dans le monde. La deuxième question sur Bourgault, que j'ai connu, qui était Chartrand, que j'étais son avocat parce que la reine est venue à Québec. Il s'est fait massacrer par les policiers, vous vous rappelez de ça. Et tous ces gens-là, qui étaient des purs et durs, moi le premier, ont été écartés dans le parti. Mais j'avais dit à M. Landry, quand il a démissionné, je dit, M. Landry, vous savez, pur et dur, il mange pas. On parle fort, on est quand même démocrate, on se rallie, mais on veut garder le phare, puis c'est comme ça que je voyais. Mais c'est vrai que c'est jeté après usage. Les députés et ministres, autrefois, j'en connais plusieurs dans toutes les régions, que je compare à des rivières qu'on pourrait harnacher pour faire de l'énergie indépendantiste. Si j'avais dit à M. Landry, pourquoi vous ne réunissez pas au Centre Bell ou au Colisée de Québec tous ceux qui ont été abandonnés, les indépendantistes, qui ont un certain âge, mais qui sont encore capables de servir dans toutes les régions? C'est extraordinaire l'énergie. Ils attendent le téléphone pour pouvoir travailler pour l'indépendance. Non, c'est jeté après usage. Et surtout les gens qui parlaient beaucoup, qui parlaient fort, qui avaient du charisme. C'était des gens qui étaient craints et qu'il ne fallait pas... c'est des gens qui dérangent. Écoutez, je peux vous dire que j'ai vécu ça, moi. Écoutez pas, M. Bertrand prend trop de place, puis il va vouloir être chef, puis il va vouloir prendre votre place, puis c'est pas vrai. Je suis le gars qui travaille le mieux en équipe. Vous demanderez aux avocats de mon bureau. J'ai toujours travaillé en équipe avec des grands conseillers dans des grandes causes, puis on partageait. Mais la perception, donc, on préfère ne jamais parler à ces gens-là, on préfère les tenir à l'écart, en espérant qu'ils parlent pas trop fort. Votre dernière question, pourquoi le cégep Dawson, je vous l'ai dit tantôt, on a créé des situations, des accommodements raisonnables, puis maintenant ces gens-là revendiquent des droits, le droit d'être instruits dans la langue de leur choix, puisque le cégep, on peut y aller en anglais. C'est le système est comme ça, puis on va mourir dedans. Il faudrait demander aux francophones aussi de s'exprimer. On va passer à l'autre question, un instant, monsieur Lamar. Monsieur Morin, pourquoi ils ont aboli les écoles anglaises dans les autres provinces? Pourquoi au Québec, les écoles françaises dans les autres provinces? Hein? Pourquoi on ne peut pas pareil, c'est abolir les écoles anglaises ici? Non. Puis faire venir des professeurs de France pour enseigner le français parce qu'il est mal enseigné. C'est Michel. Écoutez, avec respect, je ne partage pas du tout cette opinion. C'est des batailles. Écoutez, les Anglais ont des droits acquis. Ils ont fondé le Québec. Ils ont participé à développer. Et ma manière à moi de voir l'intégration des immigrants, c'est comme une grande mosaïque où on voit le Québec, son territoire, cette géographie, le Saint-Laurent qui nous ouvre la porte sur l'Europe, notre langue, notre culture. Mais quand c'est comme une mosaïque, quand on s'approche, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Indien qui nous a aidés, qui nous a accueillis, avec qui on a forgé une partie de notre histoire. On voit l'Anglais avec qui on a eu des gros différends, mais qui a participé à fonder la plus grande démocratie au monde. On voit les allophones qui nous ont apporté leur richesse quand ils sont venus vivre ici. L'intégration doit se faire par notre langue et notre culture, elle ne peut pas se faire tant qu'il y aura le multiculturalisme. Et l'exemple que je vous donnerai, je termine sur ça, qui m'a donné dans mon livre, j'en parle, qui m'a donné une idée, c'est que la plus grande mosaïque au monde, hommage en visage en 2007, 2000
photos, 2007 photos d'enfants, qui représentent Céline Dion avec son fils René Charles. C'est l'hôpital Sainte-Justine, pour des fonds qu'on ramassait à l'hôpital Sainte-Justine. Céline Dion a déclaré « C'est fou ce qu'on voit quand on s'approche et quand on s'éloigne. Quand on s'éloigne, on voit seulement Céline Dion avec son fils René Charles. Puis quand on s'approche, on voit la photo des 2007 enfants, dont sa petite nièce qui est morte de la fibrose kystique. Puis c'est ça l'intégration. C'est pas l'assimilation. C'est-à-dire que les visages des enfants existent, mais existent pour quelque chose de plus grand qui est la société québécoise. Donc, l'immigrant qui vient ici, il ne faut pas qu'il s'attende de bâtir sa petite maison à lui, puis l'anglais non plus, puis... Alors, mais c'est tout ce monde ensemble qui font la société québécoise. Quand on s'approche, on voit qu'ils ont participé. Donc, l'anglais aussi a participé. On va prendre une dernière question, si vous voulez bien. Les autres, vous allez avoir la chance, après, de jaser un peu avec monsieur. Madame Mascotte, OK? Oui. On a le temps. OK, comme vous voulez. Hein? On peut en prendre une autre avant. On va prendre monsieur là, puis l'autre, monsieur Bertrand, puis deux autres. OK? C'est fini ça, OK? Bon, moi, d'abord, je voudrais remercier M. Bertrand parce que j'avoue que ça fait plusieurs années que je n'avais pas vibré comme ce soir. Vous avez réussi à nous communiquer votre passion. C'est ce qui manque au Québec aujourd'hui, c'est des gens passionnés comme vous. Puis je voulais aussi souligner que le parcours, peut-être que vous vous reprochez aujourd'hui, je crois que ça fait de vous l'homme que vous êtes. Parce que c'est en allant voir ailleurs, souvent, que, comme vous l'avez dit vous-même, qu'on arrive à mieux comprendre ce qu'on est. Puis c'est ce qui vous est arrivé, puis que vous pouvez nous communiquer aujourd'hui. Puis moi, je voudrais inviter tout le monde ici, là, disons, moi je suis une grand-mère, mais à partager ce qu'on a appris ce soir, puis ce qu'on vit à tous les jours avec nos petits-enfants, parce qu'il faut qu'il y ait une relève, il faut que ça continue, parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on va être ici. Alors moi, j'essaie de communiquer ma passion à mes petits-enfants, puis je pense que je réussis, parce qu'à un moment donné, je les ai emmenés voir le musée de Pointe-à-Caillac, puis je les ai emmenés voir aussi le musée McCord, l'autre musée, le Stewart. Puis dans le musée Stewart à l'île Sainte-Hélène, à un moment donné, on nous parle de Papineau. Puis une de mes petites filles à qui j'avais beaucoup parlé de Papineau, puis j'ai 11 petits-enfants. Alors, ils étaient avec moi. Elle m'a dit, grand-maman, va-t'en dans le coin, puis parle-nous de Papineau. C'est vrai qu'il n'y avait personne dans le musée. J'ai pu le faire, c'était dans le temps des fêtes. Alors, ce que je voudrais vous inviter à communiquer la passion qu'on a reçue ce soir pour que ça puisse se continuer, puis insister nos petits-enfants aussi à bien parler leur français. Moi, j'en suis pas venue. On est laxiste de la société québécoise. Moi aussi, je m'en confesse. Je devrais quand même essayer de mieux parler ma langue française, que je chéris tant. Mais j'essaie aussi de communiquer cet amour de la langue française à mes petits-enfants. C'est ça que je voulais dire. Si M. Bertrand est d'accord avec moi, mais moi, c'est ma philosophie. J'essaie de transmettre aux autres ce que j'ai appris. Puis je vais transmettre à mes petits-enfants dès demain ce que j'ai appris ce soir. Merci. Je vous dirais sur la passion, je disais à Mme Moreno, que j'ai connue ce soir, qui m'avait envoyé des courriels, puis au chef du Parti indépendantiste, j'ai lu tous ses textes, puis je leur ai dit que je trouvais beaucoup de passion dans leurs textes, et c'est la solution. On fait l'indépendance d'un pays par la passion, par le cœur des triples. C'est sûr qu'il faut de la raison pour un gouvernail, pour ne pas faire trop d'erreurs, mais il reste que c'est la passion. Quand je suis allé parler, M. Meunier, vous vous rappelez, il y avait 800 étudiants à l'école Riel. Qu'est-ce que les jeunes m'ont dit, M. Bertrand? Alors, nous, c'est la passion. Si vous êtes venu ici pour lire un texte, là, ils me l'avaient dit, ils vont tout rire, puis ils n'écouteront pas. Donc, il faut parler avec nos tripes au risque de faire des erreurs. Et la deuxième chose, quand vous dites mon parcours, je vais vous dire que j'ai appris des choses sur les obstacles de l'indépendance. Tantôt, je vous ai parlé de la partition. Mais les impôts, si on fait une indépendance unilatérale, les fédéralistes vont refuser de payer leurs impôts. Au Québec, ils vont continuer à les payer à Ottawa. C'est 1 million de personnes parmi les plus riches. On ne pourra jamais faire gouverner le Québec. Ça, c'est un des arguments les plus forts qui nous guettent. Puis personne ne sait ça. Moi, je l'ai appris. J'ai jamais pu le dire parce que personne ne m'a invité à le dire au sein du cabinet de M. Landry ou des autres. Là. Puis le troisième obstacle, les Autochtones. Les Inuits, les Cris qui sont venus témoigner en Cour suprême, j'ai leur mémoire, je vais les citer dans mon deuxième tome. Ils ont dit carrément, nous, on n'appartient pas au peuple québécois pour des fins de sécession. Et on va demander de revendiquer le territoire qui a été cédé en 1898 et en 1912. Donc, c'est 2 tiers du territoire québécois. Je ne dis pas que
c'est pas insoluble, mais il faut savoir ça. Puis moi, ça m'a permis de découvrir des obstacles majeurs. Puis c'est mon devoir de renseigner le peuple québécois dans mon deuxième tome. Puis comment on se prépare à tout ça. C'est pour ça qu'il faut arriver avec une façon de faire l'indépendance qui soit tellement puissante et forte dans le résultat populaire que tous ces obstacles-là vont tomber. Parce que ces obstacles-là ne valent que dans la mesure où c'est une sécession unilatérale. N'oublions pas, les 3 obstacles impossibles dans une sécession qui n'est pas unilatérale. Merci. On prend une autre question, monsieur, d'abord? Oui. Votre nom? Oui, André Forgette. Sachant que bientôt, il va y avoir un jugement à la Cour suprême concernant la loi 104, sûrement que ce jugement-là va aller contre cette loi-là. Ça va être un des derniers plans de la loi 101 qui va tomber au niveau de l'école en français. Et quelques années plus tard, on sait que le français va tomber en bas des 20% au Canada, ce qui va probablement amener un nouveau débat au Canada dans l'idée d'abolir le français comme langue officielle du Canada. Pensez-vous que ces deux événements-là ne vont pas créer un momentum pour enfin qu'on fasse l'indépendance du Québec? Parce que là, on sait qu'il n'y a plus rien à faire avec nous autres dans le Canada. Avec respect, je vous dirais que dans mon deuxième chapitre, dans ces premiers paragraphes, où je mets des gens, parce qu'on ne parlait pas du tout de la langue avant le mois de septembre, moi je publie mon livre, il n'y a personne qui parlait de ça. Je dis déjà, je mets les gens en garde, quand on va dire que Bertrand soulève la question linguistique pour provoquer une querelle comme un momentum pour faire l'indépendance. Entre nous, c'est pas le but de provoquer une querelle. Le but, c'est de la faire, cette guerre linguistique, parce qu'elle mérite d'être faite. Et tant mieux si ça débloque, puis ça fait prendre penser aux Québécois que cet héritage-là est en train de le perdre. Alors, on sait que, là, les éditorialistes commencent à nous dire, attention, attention, là, c'est fragile la langue, ne soulevez pas ça, parce que la marmite, là, ça boue, puis, il faudrait accepter, nous, le bon peuple, soumis, gentil, poli, il faudra accepter que, tranquillement, au tout début, lisez ça, la grenouille. J'ai dit, ne sommes-nous pas comme une grenouille dans l'eau, avec une bouilloire en dessous, la bouilloire du fédéraliste qui bout tranquillement. La grenouille, au début, trouve ça gentil, c'est bon. Après ça, elle n'est plus capable de réagir à l'animal. Là, je me demande pourquoi on nous a appelé les fers avant que ça devienne un mot raciste. Peut-être parce qu'on est des grenouilles. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas? Au forum, je reviens au Centre Bell. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a crié chou? Comment ça se fait qu'on a du bilinguisme pour n'importe quel mot? Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, I will introduce you, Jean Béliveau, je vais vous introduire. Comment ça se fait qu'à Montréal? Est-ce que c'est parce qu'on pense que le monde n'est pas capable de comprendre? Pourquoi c'est comme ça? C'est une ville bilingue. Et dans quelques années, votre gouvernement municipal sera bilingue à l'hôtel de ville. Je vous invite à aller voir, c'est vrai. Quand on appelle au gouvernement Québec, là, an English message will fall. C'est la première réponse qu'on a. An English message will fall. C'est censé changer, puis ils l'ont pas changé. Pourquoi ils ne font pas le mieux qu'ils disent en français, en dernier, now, c'est English. On vote. Merci, monsieur. Madame Bourbeau, est-ce que vous aviez demandé la parole? Aviez-vous levé la main, Madame Bourbeau? Non? OK. OK, monsieur là-bas. Alors, Éric Tremblay, chef du Parti indépendantiste, je voudrais remercier M. Bertrand d'être venu ce soir pour vous expliquer à quel point le Québec français, c'est le moteur du combat pour l'indépendance. Malgré tout ça étant dit, depuis la conquête britannique, l'invasion britannique de 1760, l'histoire du Canada, c'est l'histoire de l'assimilation des Québécois. Et c'est aussi l'histoire d'un pays, d'un État qui s'est construit sans demander l'avis du peuple québécois. Alors, je soumets respectueusement que dans l'état actuel des choses, puisque nous sommes sur le bord du gouffre, et si on tombe dedans, on ne pourra jamais remonter à la surface, je vous soumets qu'une déclaration unilatérale d'indépendance à la suite d'une prise de pouvoir à la majorité de sièges est tout à fait légitime et défendable sur le plan international. Lorsqu'un gouvernement, selon nos règles, à nous, en étant clair avec la population, en étant transparent, en disant à la population, voici, si vous décidez d'élire une majorité d'hommes et de femmes indépendantistes qui prennent le pouvoir à l'Assemblée nationale, nous allons réaliser notre programme étant l'indépendance du Québec, déclaration d'indépendance du Québec à l'Assemblée nationale, adoption d'une constitution d'État du Québec indépendant à l'Assemblée nationale. Je vous soumets que ça, c'est la voie à suivre.
c'est la voie qui respecte le principe même de la démocratie, de la souveraineté populaire. Alors pourquoi se compliquer les choses en disant qu'il faut absolument procéder par référendum, gagner à 50% plus ça? D'où sort cette idée qu'un référendum est obligatoire? Dans le droit international, il n'est fait mention à aucun endroit qu'il faut procéder par référendum. C'est le droit de l'autodétermination du peuple québécois qui doit prévaloir. Alors, le peuple québécois, c'est qui? En 1995, 61% des Québécois francophones ont voté oui. Pourtant, nous ne sommes toujours pas un pays indépendant. Moi, je vous soumets qu'il faut penser en termes d'État. Un gouvernement majoritaire qui procède par la déclaration d'indépendance agit au nom de toute la nation, parce qu'il représente l'État québécois. Nous avons l'État, nous sommes une nation, il s'agit d'assumer ces choses et de le déclarer à la suite d'une victoire électorale. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais l'ordre constitutionnel canadien va s'y opposer. Je vous soumets que cet ordre constitutionnel canadien-là est illégitime, puisque nous n'avons jamais donné notre accord pour faire partie de cet ordre constitutionnel. Ça va? Alors, je vous pose la question de savoir... Belle question, M. Bertrand. Alors, Éric, vous comprendrez que votre plaidoyer est très éloquent, mais je ne vais pas ce soir vous donner mon opinion comme constitutionnaliste, alors que ça fait partie non seulement de ma réflexion, mais d'une partie importante de mon deuxième tome, où j'ai décortiqué le jugement de la Cour suprême. Et je ne suis pas loin de penser que vous avez raison sur plusieurs points. Si la manière d'y arriver peut-être un peu fausse, avec respect, je respecte beaucoup votre point de vue, mais vous comprendrez que ça fait partie de votre programme que j'ai lu. Puis je ne vais pas ce soir, alors que vous avez réfléchi, discuté, commencer à dire que vous avez tort, vous avez raison, mais là où vous avez raison, c'est que c'est vrai que les instruments internationaux ne disent jamais que ça prend un référendum. La démocratie, c'est des élus, puis même la Cour suprême l'a dit, que le phénomène qui pourrait enclencher le processus menant à la sécession doit d'abord être initié par l'Assemblée nationale. Et qu'un référendum, ce n'est qu'un grand sondage pour être sûr que les élus ne se trompent pas. Et comme on l'a fait 2 fois, c'est comme s'il y avait des précédents auxquels on ne peut pas échapper. Mais je n'en dis pas plus, parce que c'est vraiment une grosse réflexion, comment y arriver. Puis je traite beaucoup de cette question-là. Puis vous allez voir qu'il y a une manière d'y arriver qui peut-être pas si loin. Mais cette question que les Québécois de souche se sont prononcés majoritairement. On aimerait ça, vous n'avez pas une opinion là-dessus? Non, ça ne marcherait pas. Dire, en d'autres mots, juste les Québécois, non, ça marcherait pas. Le vol du dernier référendum, les constitutionnalistes, les gens comme vous qui étaient au courant. Le vol, c'était pas compliqué, le vol. Ça se conteste, un référendum. Moi, je l'ai contesté, le référendum, avant. Puis le juge m'a donné raison. J'ai gagné sur la violation des droits fondamentaux dans une sécession unilatérale. Le juge m'a donné tort sur l'arrêt du référendum parce qu'il a dit, comme le fédéral veut un référendum de la province, pour mesurer la balance des inconvénients, il a dit, je rejette. Mais ça se conteste. Comment ça se fait que personne n'a contesté ce référendum-là? Tout de suite après, ça se conteste. Puis plaidé d'autant plus que pendant la commission Gomery, j'avais un témoin, moi, que je représentais. Puis Gomery nous a empêché qu'il témoigne. De l'intérieur, il a vu comment, quand les avions sont arrivés, puis les autobus, il voulait expliquer là, comment c'est organisé dans les hôtels pour la manifestation, l'argent qui a été mis. Il voulait tout expliquer ça. Le discours de Jean Chrétien qui avait un double sens en anglais ou en français pour les immigrants. Le nombre d'immigrants qui ont été assermentés à la dernière minute, c'est des milliers de personnes. Comment ça se fait que personne n'a contesté? Ah oui, il a fallu le contester. On comptait des élections quand on pense que c'est illégal. Pourquoi que... Non, on n'a pas contesté. Il faut vivre avec. Monsieur Lavalin-Point, votre nom, s'il vous plaît? Romain Angelet. OK. Je suis pas québécois. J'ai rien du tout québécois, mais je sais plus. Un petit peu plus fort. OK. Approchez-vous un petit peu. Ouais, je suis ici. Tu vis au Québec. Je sais plus, je suis tout jeune. Mais donc, je suis pas du tout québécois. Mais ça fait 2 mois que je suis souverainiste. Je
voulais juste vous expliquer peut-être mon cheminement, comment je suis venu, peut-être ça peut vous aider à comprendre un peu mieux peut-être comment aller chercher des gens pour rallier les gens qui ne sont pas québécois à la cause souverainiste. Moi, je me suis présenté aux élections en mars 2007 provinciales, parce que j'avais décidé que je voulais faire avancer les choses. Puis j'ai eu 100 votes, rien. J'étais indépendant, Mais vous êtes un Québécois, arrêtez de dire que vous n'êtes pas Québécois. Non, mais j'ai pas le bagage historique. Ah, vous êtes un Québécois. Oui, mais c'est pas la même chose. Quand vous parlez de vouloir être indépendant, vous parlez de toute une histoire de 250 ans. L'intégration, vous êtes le dernier arrivé, puis pas grave. D'accord, mais j'ai pas cette culture qui m'a été transmise par mes parents. Mais j'ai quand même une volonté de faire quelque chose pour la société, pour être impliqué dans le processus politique, parce que j'ai des idées et j'ai envie de m'impliquer. Mais, aux élections de mars, j'ai eu l'expérience qui était amusante, enrichissante. En septembre, je me suis présenté au partiel. Mais ça m'a juste montré une chose que on nous faisait croire qu'on était dans une démocratie, alors que les candidats n'ont pas la même visibilité. Ceux qui ont plus d'argent, les plus grosses pancartes, ils ont plus de chances de faire élire, etc. Et je me suis dit, comment on change ça? Et j'ai essayé de trouver des solutions, et la seule à laquelle je suis arrivé, c'est de faire un nouveau pays, une nouvelle constitution, des nouvelles règles politiques. Donc moi, c'est pas une... Moi, j'en parle dans la souveraineté parce que je vois ça comme une opportunité de créer un nouveau système politique qui va ouvrir des nouvelles portes, qui va créer une nouvelle démocratie. Parce que moi, c'est mon jugement, c'est ça, c'est-à-dire, moi je suis pour la souveraineté, mais quelle souveraineté? Si c'est pour faire la même chose, devant le même système politique qu'il y a au fédéral, ça ne sert à rien. Donc peut-être que ce serait un point d'alignement d'essayer d'impliquer les gens qui se sentent, qui vont faire partie de choses totalement nouvelles. Oui, mais il ne faut plus, avec respect, là, il ne faut plus entrer dans ces débats. Moi, je suis indépendantiste à la condition que ce soit une indépendance, qu'on soit de gauche, à la condition que ce soit la social-démocratie, à la condition que ce ne soit pas la droite, à la condition qu'on soit altermondialiste, qu'on soit féministe. Non, ça ne marche pas comme ça. Trouvez-moi un seul pays au monde qu'on a mélangé tout ça. On fait l'indépendance parce que c'est la soif de la liberté. Se débarrasser du joug du fédéral, casser ses chaînes, puis prendre sa liberté, parce qu'on est devenu adulte. C'est pas une fin, ça, l'indépendance du Québec. C'est pas un moyen. Je le dis dans mon livre, c'est un adolescent qui devient adulte, puis qu'au lieu de plier les chines, puis marcher comme un grand tarlet en culotte courte devant ses parents, qui décide, qui est adulte, qui se libère de sa tutelle, puis qui marche le corps droit, puis prend ses responsabilités. C'est un état d'être, c'est une manière de vivre, l'indépendance. Quand on voit les gens, c'est un moyen de devenir plus riche, pas facile. Pas vrai! C'est un état d'être, une manière de dire « je suis maintenant capable d'assumer mes responsabilités, puis mes devoirs, puis je peux commettre des erreurs. » Ça se peut qu'après l'indépendance, on ait un parti de droite, un parti de gauche, un parti vert, un altermondialiste. Ça se peut. Mais pensez-vous qu'on va se priver de notre liberté parce que peut-être qu'on ne soit pas une social-démocratie comme le pense tel parti? C'est ça notre problème, c'est qu'on veut tout faire en même temps. Donc, on ne votera pas pour le parti indépendantiste parce qu'il est trop à gauche, pas assez à droite, il n'aime pas la face d'un tel. On a tellement politisé l'indépendance que, je dis dans mon livre aussi, si vous n'aimez pas le chef d'une... Quand le Vachon vend ses gâteaux, pensez-vous qu'il nous vend le chef de la compagnie? On s'en fout, c'est même pas qui. À partir du moment où vous mettez l'accent sur le chef, peut-être que vous n'achèterez pas le président de la compagnie. C'est ça le problème. On a politisé l'indépendance du Québec. On l'a partisanisé au point que même les indépendantistes qui n'aiment plus le Parti québécois font d'autres partis. Puis bon, on n'arrivera jamais. Mais pour y arriver quand même, est-ce que monsieur... Il faut arriver. Faudrait quand même qu'il y ait des États généraux où on pourrait se consulter pour savoir quel type exactement... Ben, écoutez, vous parlez des États généraux de 1968, c'est extraordinaire avec Rosaire Morin, les plus jeunes ne savent pas ce qui s'est passé. Fantastique, les États généraux. Tout le monde était 2000 personnes. Les questions étaient toutes préparées. Est-ce que oui ou non, vous êtes en faveur que le Québec récupère tous les pouvoirs en matière d'agriculture? Oui ou non? Là, il y avait un atelier sur l'agriculture. Puis dans ça, tu n'avais pas juste des indépendantistes, même des acadiens avec des gens. Puis on votait. À la fin, là, c'était la récupération de tous les pouvoirs. Mais si on avait fait les États généraux en disant, voulez-vous, oui ou non, faire l'indépendance du Québec, ça aurait été 50-50. Mais quand on décortique tout ça, mais ça a été facile parce que là, il n'y avait pas de politiciens. Les politiciens,
Heureusement, vous êtes nouveau, vous n'avez jamais été élu, vous êtes pur. C'est fantastique, et je vous encourage. Pas d'intention de changer non plus. Non, vous êtes pur, restez comme Ça ne ça. serait pas une nouvelle, ça serait pas une idée à Mais les politiciens ne disent pas la vérité. Moi, là, si j'étais membre du Parti québécois, je ne suis pas membre d'aucun parti, pensez-vous que je vous dirais tout ça? J'attaque pour mon parti, je ne pourrais pas. J'ai la liberté totale de dire ce que je pense. Le problème, c'est que les politiciens ne nous disent pas tout parce qu'ils veulent pas déplaire. Monsieur un tel ne déplaira pas madame un tel. Ils vont penser que les ministres, s'ils parlent trop, ils ne le seront pas. Puis, c'est ça le fameux problème. Puis, correct pour la politique ordinaire, mais pour la libération d'un peuple, on ne devrait pas faire ça. Puis je sais qu'il faut que ça passe par la politique. Quand vous m'avez dit tantôt, là, c'est pas un Québécois. J'ai le tour de terminer, là. C'est un Québécois, mais vous m'avez dit, je vous dirais quelque chose de nouveau. Non, ce que je veux dire, c'est que si c'est pour, dans le monde en ce moment, une tendance à la mondialisation, de libre-échange, la destruction des nations souveraines, la destruction de l'Amérique du Nord, faire un pays immense, Canada, États-Unis, si c'est pour faire une constitution du Québec, pour avoir, donner la santé au privé, donner l'éducation au privé, à quoi ça sert? Moi, monsieur, faites pas ça. Avec respect. Rentrez pas dans ce débat-là. Parce que là, vous allez avoir votre voisin qui va dire, regarde les autoroutes, là, les viaducs tombent. Si pour l'indépendance du Québec, les viaducs sont pour tomber, moi je vote pour l'indépendance, puis l'autre, ça va pour la santé, l'autre, ça va pour l'éducation. On a la libération. Che Guevara qui a voulu libérer son peuple. Puis la Norvège qui s'est séparée de la Suède, pensez-vous qu'ils étaient tannés de faire justement ces débats-là. Puis du jour au lendemain, en 1905, ils ont proclamé l'indépendance. Il y a eu un blocus de la Suède pendant 6 mois. Puis aujourd'hui, c'est les pays qui sont unis. C'était le premier marché commun scandinave avec les Pays-Bas puis la Finlande. À un moment donné, on a assez de tous ces débats d'altermondialisme. Ça ne finit plus. M. Sauvé, vous avez eu la chance de poser votre question. On va passer à ceux qui n'ont pas posé de question d'abord. Non, monsieur Sauvé, c'est pas votre tour, c'est un monsieur qui est là. René Asselin. Je suis un ancien résident de la capitale nationale. Alors, j'ai quitté la grande région de Québec en 1980. Depuis ce temps, la question tantôt que je suis libéré, ça sera de savoir qu'est devenue la grande région de la capitale nationale. Parce que moi, depuis ce temps, depuis 80, j'ai quitté pour le travail. Je ne m'y reconnais plus. Et surtout les 10-15 dernières années, pourtant depuis le référendum de 95, parce qu'il ne faut pas oublier, M. Parizeau a dit qu'on avait perdu le référendum pour cause des ethnies et l'argent, mais il avait malheureusement pas dit aussi que la grande région de Québec, la capitale nationale, avait aussi failli. On ne l'a pas dit, on a pas osé dire que c'était seulement eux. Alors, mais depuis ce temps, je me sens plus. J'ai de la misère à comprendre la capitale nationale. Alors, le fait que vous êtes un résident de la grande région de Québec, j'aimerais vous entendre là-dessus. Où est rendu Québec, la capitale? Il y a des gens qui prennent des notes. Est-ce que vous êtes un journaliste? Oui? Bon, parfait. OK. C'est pas le soleil. Référendum de 1995. M. Parizeau m'a dit à moi et à d'autres ici, j'aurais dû commander tout de suite une enquête. Cette enquête a été commandée 10 ans après. Il s'est passé 13 ans depuis ce référendum-là. Nous sommes en 2008. Le contexte a changé, les communications ont changé, les rapports de force ont changé, les jeux d'intérêt également ont changé. Et ça change en faveur de la décentralisation des pouvoirs un peu partout dans le monde. Le problème, j'ai travaillé pour les partis politiques, moi, depuis déjà 30 ans comme géographe. Le problème... J'aimerais bien avoir la réponse de la question que je vous ai posée. M. Sauvé, parce que vous êtes en train d'embarquer dans la réponse que M. Bertrand devrait donner d'abord à M. Asselin. OK, s'il vous plaît, je ne veux pas de discussion sur... M. Sauvé, s'il vous plaît, OK, parce qu'on a bien vu votre chambre. Alors, M. Asselin, tout le monde à Québec cherche pourquoi, au référendum, on a donné 52 alors que toutes les autres régions du Québec, à l'exception de Montréal, ont donné 60 et plus. Le référendum a été perdu à Québec, dans la capitale nationale. Pourtant, une capitale qui est riche, où il y a seulement un taux de chômage de 4 une capitale gâtée, avec des conventions collectives bien structurées, les gens ont des pensions jusqu'à la fin de leur jour.
Chacun a son explication. Premièrement, tous nos animateurs, à l'exception de Radio-Canada qui ne se prononce pas, parce que Radio-Canada est devenu verdâtre. Vous savez que Radio-Canada a signé une entente avec GESCA pour partager leurs ressources et leurs connaissances. Nous avons demandé à la loi d'accès à l'information, on veut avoir des contrats. J'ai été engagé comme avocat, et puis là, on a mis des avocats dans ça. Ils s'aperçoivent que c'est épouvantable qu'une société d'État, depuis 2002, ait signé avec le diable du fédéralisme, les prates de semences, puis les tubeux, puis les bois verts, puis bon. Alors, demandez-vous pas pourquoi Radio-Canada, je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'autrefois, Radio-Canada me semble qu'il était plus équilibré dans le reportage. Et tous les autres sont anti-indépendantistes, pro-américains. C'est un désastre d'entendre ça. Venez vous promener à Québec, vous en reviendrez. Vous allez me dire, animateurs, c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes qui chaque jour entendent le même message. Je comprends que de temps en temps on est invité, mais ça ne passe pas dès qu'on a fini notre entrevue. C'est la démolition qui continue. C'est une explication. La deuxième explication qui revient constamment, c'est le départ des Nordiques. En 1995, au mois de mai, c'est joué la dernière partie des Nordiques. C'était pour nous le fleur d'Élysée à travers l'Amérique, où j'avais obtenu de Marcel Aubu qu'on ne parle que français Poésie de Québec. C'est la seule place en Amérique que la Ligue nationale a accepté ça. Il n'y avait pas de traduction à Québec. Pour nous, c'était vraiment là, le petit qui est capable de jouer avec les gros de ce monde des États-Unis. Et voici que le Parti québécois n'a rien fait pour sauver les Nordiques qui sont partis. Et c'eût été facile. Il y avait des moyens de le faire. J'ai travaillé fort à l'époque de sauver. Et ça, les Québécois ne le pardonnent pas au Parti québécois, et particulièrement M. Parizeau, de ne pas avoir levé le petit doigt pour empêcher cette équipe qui aujourd'hui, ce territoire, parce que ça regroupait, à partir de Trois-Rivières, la Beauce, Chicoutimi, jusqu'à Matane. Bref, c'est à peu près 2 millions de personnes qui s'identifiaient tellement au Nordique de Québec. Vous allez me dire, ça n'a pas de bon sens? Oui, ça a du bon sens. Parce qu'on travaille sur un projet d'amphithéâtre actuellement, puis on a consulté des gens, des architectes, puis qui consultent le monde, puis ça revient tout le temps. Ils ne pardonnent pas au Parti québécois. C'était l'année du référendum. C'était le 15 mai, la dernière partie du référendum avait lieu le 30 octobre. Alors, c'est une autre raison. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que ça veut... Écoutez, comment expliquez-vous que l'ADQ a à peu près tout raflé? Le Parti conservateur va rafler au moins 20-25 comtés. Écoutez, vous avez vu les sondages, c'est 40, je pense qu'on parle de 45-47%. Ils vont balayer tous les comtés de la région. Est-ce que c'est parce qu'on est devenu une région de droite? Non. Je pense que la région est devenue certainement anti-montréalaise, puis ils ne veulent rien savoir de Montréal. Puis quand je parle que Montréal est en souffrance, que la langue est en péril, puis après, M. Bertrand, qu'il se débrouille. C'est sûr que nous, on n'est pas conscients, on vit en français uniquement, puis... Alors c'est l'indifférence totale face au fait que notre langue est en péril, voire que les gens ne croient pas ça. Sauf ceux qui viennent à Montréal régulièrement, c'est par exemple, du chanteur à Montréal. Donc, c'est la troisième explication. Je n'ai pas plus de réponses que ça, c'est très difficile à comprendre. Mais j'ai besoin à croire qu'on soit devenu subitement... Oui, il y a un monsieur qui n'a pas posé de question alors là-bas. Je m'excuse, je suis obligé de le traverser. Éric Poulain, président du comité des jeunes du Parti indépendantiste. Je voulais savoir, ma question est simple, est-ce que vous considérez que le peuple québécois est un petit peuple ou un grand peuple? Je pense que, pour moi, il n'y a pas de petit peuple et de grand peuple. Il n'y a que des peuples qui ont eu la chance de passer par l'épreuve de la vie et de mesurer leur potentialité. Et nous, on n'a pas cette chance de mesurer notre potentialité parce qu'on est absent des grands débats sur la scène internationale et parce qu'on est limité à faire des débats. Pourtant, vous avez dit petit peuple dans votre exposé. Non, j'ai dit petit peuple. Je voulais dire le peuple qu'on méprise quand on fait exprès pour mal parler sous prétexte qu'on veut faire populaire, mais
Non, pour moi, c'est un grand peuple, puis c'est un peuple qu'on méprise, un peuple qu'on a laissé dans l'ignorance, un peuple que les gouvernements ont laissé, puis je le répète, dans l'illettrisme et l'analphabétisme. Vous imaginez que 1 million d'analphabètes au Québec, de décrocheurs qui décrochent au-delà de 40-45 %. Pensez-vous que c'est normal? C'est le plus grand échec du Parti québécois. Nous serions indépendants si nos gens pouvaient lire, savaient lire. Pourquoi on les a laissés dans l'ignorance? Pensez-y, pas juste mon père qui est analphabète, c'est 1 million, plus ceux qui ont des problèmes de fonctionnement. Alors, le peuple, lui, il marche par perception. M. Villeneuve, vous avez perçu que j'étais un traître, puis j'avais l'impression, moi-même, d'être un traître. La perception, comment j'aurais fait des discours de je ne suis pas un traître? C'est la perception. Donc, le peuple perçoit mal notre message. Il nous perçoit comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont divisés, qui n'acceptent pas qu'on a perdu. On n'a pas de leader charismatique, il n'y a pas de... Alors le peuple, à ce moment, il se tourne vers d'autres choses. Les plus instruits s'en vont vers les mouvements mondialisation, les marchés, l'altermondialisme, les partis verts, l'environnementalisme, le féminisme, comme si, puis ils nous disent, M. Bertrand, je suis maintenant un citoyen du monde. J'étais un indépendantiste, mais j'ai sauté l'étape. Ah, vous êtes un citoyen du monde, mais pourquoi que le monde n'a pas le droit d'avoir un petit pays français en Amérique? Mais comme s'ils disaient c'est impossible, alors on va aller jouer maintenant avec les grands de ce monde en se disant mondialiste, puis bon. On est tous mêlés. M. Bertrand, vous êtes d'accord? On va prendre une dernière petite question. Le premier qui nous a posé une question, que j'ai été obligé de couper parce qu'il y avait été trop long, on vous demande d'être très court. OK, c'est la dernière question. Vous avez parlé de la ville de Québec et de ses Nordiques. Mais encore plus important pour la ville de Québec, le fait de devenir une capitale nationale et de cesser d'être une capitale provinciale, quand on pense à l'impact économique, je pense à 200 ou 250 ambassades. Quand je pense à un ministère de la Défense, quand je pense à l'agrandissement de l'aéroport, pourquoi est-ce que ça n'a jamais été exploité à Québec? Et ces gars-là arrivent, ils disent, regarde, tu vas être une capitale nationale, une vraie capitale, tu vas être sur la carte de tout le monde, c'est mieux que les Nordiques. Tout le monde a exploité cet argument-là. À chaque élection, le Parti québécois arrive dans des débats contradictoires. Mais tous les animateurs, après, balayent ça d'une paire de main. On est rendu dans la mondialisation maintenant. C'est les États-Unis, puis c'est l'argent, puis il faut faire des affaires avec le monde, puis c'est l'anglais. Bravo pour le bilinguisme qu'on a dit de Mme Marois. Il faut que tout le monde apprenne l'anglais. Bon, c'est invoqué ces arguments-là. Moi aussi, je ne comprends pas. Mais j'ai entendu maintes reprises qu'on sera une capitale. Bon, non, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que. Écoutez, est-ce que les gens ont réalisé que c'était devenu un rêve impossible? Je ne sais pas. Monsieur, je peux vous suggérer, à part de vos livres et que vous venez de votre excellent livre, est-ce que vous pourriez publier, je sais que ça a été fait plus ou moins, mais je pense que ça n'a pas été bien fait, j'ai déjà vu des anciens pamphlets à l'époque, mais est-ce qu'il est possible que vous puissiez publier un livre, ça pourrait être une brochure d'une quarantaine de pages, avec des impacts positifs de ce que serait Québec en tant que capitale. Le Parti québécois fait ça dans son programme. Il y a 40 pages sur ça. Les gens ne lisent pas ça. Alors, je pense qu'il faudra peut-être terminer là-dessus en demandant, attendez, vous êtes, écoutez, on va demander aux gens de Québec de contribuer au sauvetage de Montréal. Hein? Ça serait une bonne idée de les impliquer dans la vie. Écoutez, je le dis dans le livre qu'heureusement qu'il y a des régions pour sauver Montréal. En réalité, Montréal est en perdition. Montréal, c'est en ville 5-10 ans, bon. Mais est-ce que les régions le veulent? Est-ce que la capitale le veut? Moi, dans mes discours que je suis allé faire à Québec, je suis allé dans des régions, parler même des fins de semaine du Parti québécois. J'ai dit la même chose ce soir-là. Les gens m'ont bien accueilli. Honnêtement, j'ai rien caché de ce que je vous ai pas dit. Ça a été écrit, ce qui était là, puis sur l'affaire de l'analphabétisme, ça a frappé au cœur de voir qu'on a gardé dans l'ignorance un peuple pour un parti qui veut l'indépendance. Mais ça ne lève pas. Êtes-vous d'accord, Mme Bertrand, qu'on termine là-dessus? Donc, on dit merci à Mme Bertrand.